Comment transformer le plomb en or, Derrière ce processus alchimique se cache une démarche longue et complexe qui permet de transformer un métal peu reluisant en un métal précieux et riche. À travers le principe de Saturne, nous allons tenter de percer ce mystère. Qui est-il et que renferme-t-il de si précieux pour susciter tant d'intérêt et tant d'attrait? Car Saturne, c'est bien plus qu'un précepte. C'est une planète, c'est un dieu, c'est un homme, c'est un mythe, et tous convergent vers une quête d'expression individuelle qui découle de cette puissante transformation des épreuves de vie en un or de sagesse. Saturne a vraiment une très belle brillance quand on l'observe depuis la Terre. Alors il faut savoir que Saturne est la deuxième plus grande planète de notre système solaire, avec une masse d'environ 95 fois supérieure à celle de la Terre. C'est un véritable empereur, on peut le dire, du ciel qui en impose. Elle fait partie des planètes géantes gazeuses situées en 6e position de notre système solaire depuis le Soleil, et son diamètre atteint 58 232 km. Alors bien que Saturne ait été observé depuis l'Antiquité, c'est quand même Galilée qui a été le premier à discerner les anneaux en 1610, pensant alors avoir observé deux grandes lunes de chaque côté de la planète, et c'est en 1616 qu'il les observe à nouveau, les décrivant cette fois-ci comme des anses. Donc en 1655, Christian Huygens découvre Titan, la plus grande lune de Saturne, et suggère du coup que les anneaux sont un disque entourant la planète, ce qui va être confirmé par Jean-Dominique Cassini en 1671 et en 1672, qui découvre les lunes de Japet et Rhéa, et en 1675, il identifie réellement des divisions entre les anneaux, la plus notable étant celle qui va porter son nom, donc la division de Cassini. Donc le concept des anneaux de Saturne évolue au fil du temps avec des contributions notamment de James Clerk Maxwell en 1859 qui prouvent que les anneaux sont composés de particules indépendantes. Aujourd'hui évidemment nous savons que Saturne possède 82 lunes qui gravitent dans sa ceinture. Les anneaux s'étendent sur une largeur d'environ 280 000 km, mais ils restent quand même assez fins puisque leur épaisseur n'excède pas 10 mètres. Alors on suppose que Saturne est composée d'un noyau de silicate et de fer, qu'elle est entourée de couches successives constituées d'un mélange d'hélium et d'une grande majorité d'hydrogène métallique, liquide, puis gazeux. Alors quand je dis une grande majorité, c'est quand même 96% de sa composition. Donc Saturne n'a pas de surface solide, ce qui influence sa densité, qui est ma foi très faible, puisqu'elle est inférieure à celle de l'eau, environ 0,6 grammes par centimètre cube. Donc pour vous donner une petite idée, cela correspond à environ 70% de la densité de l'eau. Donc c'est comme si vous preniez une balle en plastique, que vous la mettez dans une baignoire, elle va flotter. C'est exactement le même principe pour Saturne. Donc l'atmosphère se fond progressivement dans les couches plus profondes puisqu'elle n'a pas de surface solide et elle est composée majoritairement d'hydrogène moléculaire et d'hélium avec des traces de méthane, d'ammoniac et d'autres gaz. Et ce qui nous intéresse dans cette composition, c'est qu'elle crée des bandes atmosphériques constituées de nuages à différentes altitudes et de compositions chimiques diverses qui se déplacent à des vitesses différentes autour de la planète. Et alors ces bandes sont associées à des zones de circulation atmosphérique distinctes comme les vents forts et les tempêtes, y compris la célèbre tempête hexagonale qu'on retrouve autour de son pôle nord. Alors les scientifiques Sheng Li et Andrew Ingersoll de l'Institut de technologie de Californie à Pasadena ont étudié ce phénomène et ont créé un modèle des tempêtes. Ils ont découvert que les écarts de densité entre les couches atmosphériques supérieures et inférieures de Saturne
perturbe l'équilibre, formant des précipitations et des tempêtes, et ce processus peut prendre plusieurs décennies en raison de l'épaisseur de l'atmosphère de Saturne. Autre information à vous préciser, c'est que Saturne n'est pas parfaitement sphérique, et elle a une forme légèrement aplatie, mais juste au niveau des pôles, et ça va affecter sa rotation en raison de sa composition gazeuse. Saturne donc va avoir une rotation, ce qu'on appelle différentielle, un peu comme Jupiter d'ailleurs. Ça signifie que la vitesse de rotation varie selon la latitude. Donc par exemple, à l'équateur, la période de rotation est d'environ 10 heures et quelques, et aux latitudes, elle va se retrouver beaucoup plus élevée, et cette période peut être d'ailleurs plus longue, plus étirée. Mais allez, on va revenir sur des principes un peu plus théoriques. Donc Saturne est située à environ 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, ce qui correspond à 9,5 unités astronomiques. Elle met environ 29 ans, un petit peu plus, pour faire une révolution complète autour du Soleil. Son orbite n'est pas parfaitement circulaire puisque le point le plus éloigné à l'aphélie est à 10 unités astronomiques à peu près, tandis que le point le plus proche, le périhélie, est à 9 unités astronomiques. Son orbite est inclinée de 2,48 au-dessus du plan écliptique, ce qui signifie qu'elle est très proche du plan terrestre. Quant à son axe de rotation, il est incliné d'environ 26,7 degrés, un peu plus que celui de la Terre qui est de 23,5 degrés. Et vous voyez, cette inclinaison, ça va créer des saisons sur Saturne, même si elles sont beaucoup plus régulières que sur la Terre. La température moyenne dans la haute atmosphère de Saturne est d'environ moins 175 degrés, mais évidemment, plus on s'enfonce profondément dans l'atmosphère, plus la température va augmenter, ce qui fait que dans les couches internes, ça peut atteindre des milliers de degrés en raison de sa pression intense. Et puis on va terminer par le champ magnétique maintenant de Saturne, qui provient des mouvements de l'hydrogène métallique liquide dans ses couches internes, qui va générer un champ magnétique assez puissant, similaire à une dynamo, et ce champ magnétique est quand même 578 fois plus puissant que celui de la Terre, mais quand même plus faible que celui de Jupiter. Alors ce qui intrigue les scientifiques, c'est que son axe magnétique est presque parfaitement aligné avec son axe de rotation, contrairement à la plupart des autres champs magnétiques. Et ça va impacter la magnétosphère, qui est une région dominée par ce champ magnétique, qui agit comme un espèce de bouclier, similaire d'ailleurs à notre atmosphère. Et cette magnétosphère interagit directement avec les anneaux et les lunes, surtout avec celle d'Encelade, et crée de magnifiques aurores au niveau des pôles de la planète. Un dessin, rien n'est juste un trait, tout est un langage qui ouvre sur une expression et au mieux sur une compréhension plus profonde des choses. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec l'origine du glyphe de Saturne, qui remonte finalement à l'Antiquité, avec les premières traces qui ont été trouvées sur d'anciens parchemins. Et à cette époque, l'astrologie, l'astronomie, l'alchimie, comme on avait vu dans la part de fortune, sont regroupées en une seule et même matière, puisqu'on remonte ici à l'astrologie hellénistique. Donc en alchimie, Saturne est associé au plomb, qui est un métal lourd, lent, froid, plutôt résistant. Il symbolise vraiment la nature de la planète, et cette association est tellement forte que le terme saturnisme est devenu synonyme d'intoxication au plomb. Alors maintenant, sur le plan symbolique, le glyphe représente aussi une faux ou une faucille en lien avec l'agriculture, car faut pas oublier que Saturne fut aussi le dieu des récoltes et de la fertilité à l'époque romaine. On va le voir dans le mythe. Il est composé d'une croix et d'une courbe arrondie, et la croix est le symbole de la matière et du tangible. Elle représente l'enracinement, l'équilibre et l'élévation. Elle combine harmonieusement finalement le principe d'horizontalité et de verticalité. La courbe de son côté évoque le principe féminin en attente de fécondation, et ça c'est en lien avec la terre qui attend d'être fécondée pour
pour produire et récolter. C'est là qu'on voit que le glyphe va vraiment refléter cet équilibre entre le concret et le spirituel. Et ça va un petit peu nous rappeler justement le côté des cultures agricoles où il faut fournir un cadre solide pour planter tout en acceptant des facteurs imprévisibles comme la météo par exemple. Mais on a aussi une autre idée forte qui se dégage de ce graphe, c'est la croix qui est au-dessus de la courbe. Et ça symbolise aussi la suprématie de la structure, donc de la croix qui représente la matière tangible, sur la souplesse. Donc la souplesse étant la courbe arrondie représentée par le principe féminin. C'est encore un principe qui souligne l'importance de la discipline et du contrôle qu'impose Saturne au travers des limitations qu'il met, de la structure qu'il impose et des cycles temporels. Donc la patience et le travail sont nécessaires pour transformer le potentiel brut, c'est-à-dire la courbe, en une réalité concrète avec la croix. Et finalement, on se demande si ça n'incarne pas tout simplement la leçon fondamentale de Saturne, c'est-à-dire le passage du potentiel à l'acte tangible par la rigueur et la persévérance. Fascinant en tous les cas. Vous voyez quand je vous disais que derrière juste quelques traits, il se dégage un langage universel. On raconte que le Père des dieux et des hommes a brisé ses chaînes et a accordé honneur et gloire aux héros établis aux confins du monde. Et on va voir pourquoi. Dans la mythologie romaine, Saturne est rapidement identifié comme étant l'homologue de Cronos dans le panthéon grec. Il est marié à Ops, qui est l'équivalente romaine de Rhea, et qui est aussi sa sœur, avec laquelle il aura plusieurs enfants, dont Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Alors dans certaines versions, Déméter ne fait pas partie de leurs enfants. Alors Cronos est le plus jeune des fils de Gaïa, qui est la déesse de la terre, et d'Ouranos, donc le ciel, et certaines versions racontent qu'il fut incité par sa mère à prendre part à une rébellion pour destituer son père Ouranos, qui avait enfermé les Cyclopes et les Hécatonchires dans le Tartare par peur de perdre son pouvoir. Et Gaïa est très mécontente de voir les Cyclopes et les Hécatonchires emprisonnés par leur père Ouranos, puisque elle les considère aussi comme ses descendants. Donc elle décide de prendre des mesures drastiques et elle va demander de l'aide à ses enfants titans en mettant en place une embuscade. Donc une nuit, alors qu'Ouranos descend dans la chambre de Gaïa, elle cache Cronos dans un endroit stratégique. Elle lui a donné préalablement une faucille en adamantin spécialement fabriquée pour ce moment. Lorsqu'Ouranos entre dans la chambre et se prépare à se reposer, Gaïa donne le signal à Cronos, profitant de l'effet de surprise et de la vulnérabilité de son père. Cronos sort de sa cachette et utilise la faucille pour émasculer son père. Il va être alors gravement blessé et ainsi destitué de son trône. Avant de partir, donc il va prophétiser à Cronos qu'il sera lui aussi renversé par l'un de ses propres enfants. C'est ainsi qu'Ouranos est séparé de Gaïa et retourne dans le ciel, créant l'espace entre le ciel et la terre et permettant la formation des nuages. Donc à son tour, Cronos devient roi et règne sur tous les titans, mais il ne libère pas les Hécatonchires ni les Cyclopes d'ailleurs, par peur d'être à son tour renversé. D'ailleurs, Cronos craint ses propres frères et ses propres enfants de peur que la prophétie de son père ne se réalise. Donc pour éviter cette destinée, il décide tout simplement d'avaler chacun de ses enfants dès leur naissance, les rendant captifs en lui. Donc Rhea, très en colère, décide de le tromper et pour cela, elle enveloppe une pierre dans un linge et la donne à Cronos après la naissance de leur jeune fils, Zeus, qu'elle prend soin de cacher en Crète dans une grotte. Et ce dernier va être élevé par des nymphes et quand Zeus atteint l'âge adulte, il va retourner défier son père, il va le renverser et libérer ainsi tous ses frères et sœurs, dont les Hécatonchires et les Cyclopes. Et je vous raconterai toute cette partie dans la vidéo sur Jupiter. Après la destitution de Cronos, on va avoir plusieurs versions, dont certaines sont plus dramatiques que d'autres, parce que tantôt il est emprisonné dans le Tartare avec les autres titans déchus, où il va souffrir pour ses actes passés, et tantôt on nous raconte que Cronos est exilé avec ses fidèles en Italie sur l'île des Bienheureux,
heureux, où il enseigne l'agriculture, mais aussi les arts civilisés aux habitants. Et cette période paisible, qui va être une période aussi marquée par la prospérité, est connue sous l'âge d'or de l'humanité. Certaines versions associent aussi cette période avec la rencontre de Janus et Saturne lors de son exil, où tous deux vont mettre en place cet âge d'or. Donc les Romains célébraient cette période chaque année, juste avant le solstice d'hiver, lors des Saturnales. Sous forme de festival, elle marque le moment où les jours atteignent leur durée minimale, menaçant ainsi l'équilibre du cosmos. Cependant, ce moment sombre est également celui de la régénération, où le retour bénéfique à l'état originel annonce un renouveau et une renaissance. Donc Saturne lui-même est présenté comme un roi civilisateur, à l'origine des lois et de l'agriculture, ce qui renforce l'idée que les Saturnales ne sont pas seulement une période de festivité, mais aussi un moment où les valeurs fondamentales de la société sont mises en avant. Et ça, c'est très important parce que ça montre aussi un autre côté, une autre face de Saturne. Les Saturnales célèbrent non seulement le renversement temporaire des normes sociales, mais aussi la force régénératrice de l'ordre cosmique et civilisationnel. On soulignera donc le décalage qu'on a pu constater entre l'image de Saturne dans la Rome antique, due à l'évémérisme entre autres, et la perception qu'on en a aujourd'hui dans l'astrologie moderne. Dans la Rome antique, Saturne était perçu de manière très positive, symbolisant l'âge d'or, une époque de grande paix et de prospérité qui était célébrée à travers les Saturnales en son honneur. Et avec le temps, Saturne a pris une connotation plus triste, plus lourde et mélancolique. Cependant, il est important de noter que la société romaine était aussi axée sur une philosophie très hédoniste, fondée bien sûr sur les plaisirs plutôt que sur la souffrance. Si on récapitule un petit peu les points forts du mythe, qu'est-ce qui se dégage de cette histoire ? Déjà, nous avons la castration du père par son propre fils, et c'est un acte qui est fort, qui est puissant. Puis, on a la prophétie d'Ouranos à son fils. On va voir que c'est une idée qui va se planter dans sa tête et qui va prendre corps dans le mental de Cronos, notamment avec sa décision d'avaler ses enfants pour les garder en lui. On a aussi parlé de la duperie de sa femme Rhea qui lui donne une pierre à la place du nouveau-né. Elle sauve ainsi son fils qui revient plus tard pour renverser Cronos et ça nous parle vous n'échapperez pas à votre destin. Et ça nous le dit très clairement. C'est une idée forte. Et pour finir, Saturne est exilé, il est coupé de ses enfants et doit passer du stade de père au stade de grand sage. Alors, comment va-t-on aborder tout ça dans notre analyse psychologique ? Donc l'acte le plus marquant dans cette histoire est certainement celui de la castration qui symbolise ici la libération de l'autorité paternelle. Imaginez un instant ce que cela signifie. Le plus jeune des enfants, Cronos, se sent prêt à devenir adulte, il se sent prêt à prendre son envol, à assumer ses responsabilités et à devenir lui-même un père. Donc cette action de Cronos, vous pouvez la voir comme une étape clé de maturité. Ça rejoint très fortement ce que nous voyons dans les retours de Saturne en astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, chaque retour de Saturne marque des moments importants où non seulement on doit faire face à une prise de responsabilité, mais aussi à faire une sorte de bilan sur ce qui a été fait, une rétrospective en quelque sorte du chemin qu'on a parcouru. Et ce sont des moments de vie où on est confronté à prendre des décisions importantes. On peut ressentir le besoin de s'affranchir de l'autorité pour trouver son propre chemin, sa propre voie. Voilà, c'est un petit peu la symbolique donc de cet acte de castration donc dans le mythe. Ensuite, on va regarder la décision de Cronos d'avaler ses enfants. Une décision qui paraît plutôt étrange, mais cet acte, si on y réfléchit bien, il découle de quoi ? Directement de la prophétie d'Ouranos qui s'est enraciné dans son esprit. Il est terrifié à l'idée d'être renversé par ses propres enfants. Pensez à ce que doit ressentir quelqu'un qui vit dans cette peur, une peur constante, une angoisse dévorante,
Et cette peur, c'est la peur de l'avenir, de l'inconnu. Pour Cronos, avaler ses enfants, c'est une tentative désespérée de maintenir un statu quo et d'empêcher tout changement. Et en les gardant en lui, il essaye tout simplement de contourner son propre destin, de contrôler chaque aspect de sa vie pour éviter toute perturbation. Et c'est un comportement typique des personnes anxieuses qui veulent tout maîtriser et rester dans un contrôle permanent pour ne pas s'ouvrir aux nouvelles idées ou aux situations. Mais pourquoi ? Parce qu'elle nous met face à notre propre peur du changement, de la perte de ce que nous avons construit. Et cette peur peut nous amener à adopter des comportements restrictifs et même autodestructeurs. Donc en essayant de supprimer tout ce qui pourrait apporter du changement, Cronos ne fait que renforcer son anxiété finalement. Parce qu'il nous rappelle que la peur de l'inconnu et le désir de tout contrôler peuvent nous empêcher nous-mêmes de grandir et d'évoluer. Alors vous voyez un petit peu comment on se met nos propres restrictions. On va voir quelque chose de très intéressant par l'action de Rhea, comment à travers l'action externe, on va être dans l'obligation d'affronter le changement nécessaire et en l'occurrence ici, c'est pour accomplir la prophétie. Et justement, Saturne en astrologie symbolise souvent des leçons que l'on apprend par l'intermédiaire de circonstances extérieures qui sont souvent difficiles, mais qui ont pour but de nous amener à entreprendre ce changement. C'est exactement le rôle de Rhea qui, en trompant Cronos, illustre comment des forces externes peuvent déclencher des événements menant à cette transformation et finalement à se libérer de quelque chose qui ne nous sert plus, qui réellement ne nous est plus utile. Cela montre bien que sous l'influence de Saturne, des facteurs extérieurs peuvent pousser à évoluer pour se libérer des limitations, soit qu'on s'est imposé ou qui nous ont été imposées. Quand Zeus grandit, il va avoir le besoin de se confronter à son père. Cela symbolise aussi un grand principe de libération et d'affirmation de soi, notamment au moment de l'adolescence, puisque c'est un principe de transformation majeure qui permet de passer un cap de maturité en assimilant ses propres peurs pour affronter les défis extérieurs et prendre en main sa propre vie. Et c'est comme la réalisation d'un potentiel qui était jusque-là en gestation et qui finit enfin par s'exprimer et s'extérioriser. Donc la défaite de Saturne qui mène à l'exil, à l'isolement, voire il peut le ressentir comme un emprisonnement, symbolise la suppression ou l'intégration des anciennes parties de soi pour ce que l'on devient. Alors ça reflète bien aussi le grand principe du deuxième retour de Saturne, c'est accepter les restrictions, accepter les enseignements de ce que l'on a vécu et accepter les limitations de son corps qui va vieillir. C'est une période majeure d'acceptation pour arriver dans la sagesse, pour arriver à l'homme expert. Donc maintenant, si on regarde les choses du point de vue de Jung, on revient sur la relation père-fils qui est un moment de développement psychologique majeur. Donc Jung parle du complexe paternel où l'influence du père peut susciter des sentiments de rébellion ou de manque. Et là-dessus, le mythe est assez parlant puisque on va voir l'action de Cronos contre Ouranos et de Zeus contre Cronos. Donc l'individuation, ce processus où le fils, c'est exactement pareil pour les filles, où on doit se séparer de l'influence du père pour devenir son propre individu et qui symbolise cette quête d'identité. Jung évoque aussi le concept du père intérieur. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est cette image qu'on internalise du père qui est un guide et qui influence l'individu tout au long de sa vie. Et cette confrontation de Zeus avec Cronos représente ce combat intérieur pour intégrer et dépasser les aspects oppressifs qu'on a hérités du père. Et c'est un processus de transformation où il va être finalement presque obligatoire d'affronter et de résoudre ces conflits qui sont essentiels.
Enfin, ce combat est essentiel pour la croissance personnelle. D'ailleurs, Jung voit les conflits comme étant indispensables pour la croissance. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'en affrontant ces luttes et en les surmontant, on permet une transformation personnelle qui va mener à cette évolution et à cette intégration des leçons. Et malgré les luttes et les souffrances, on voit que Zeus triomphe. Et ce triomphe, il incarne la maturité et la sagesse acquise à travers sa propre expérience. Bon, alors pour conclure, parce que j'ai quand même été très longue, tous ces processus de libération à travers les événements qu'on a vus, que l'on vient d'analyser, sont là pour quoi finalement ? Pour nous mener sur une seule route, celle de la plus haute conscience qu'on acquiert par l'intégration de ces leçons de vie. Et c'est en somme un processus qui sert à acquérir une plus haute conscience, une sorte de sublimation de nous-mêmes. Et chacun doit y voir une possibilité d'œuvrer pour soi-même, pour atteindre cette libération et peut-être se transposer dans ce que Jung a défini comme l'archétype du sage, celui vers lequel on tend, celui qui incarne la sagesse des acquisitions. Maintenant, à chacun de définir quel est le type de sage qu'il a envie de devenir. On peut être Confucius, on peut être Obi-Wan, ou on peut être le Dalai Lama, ou tout simplement soi-même. Voilà, toutes les portes sont ouvertes, maintenant à vous de jouer. Et on va passer sur le principe astrologique. De Liz Green, Saturne n'encourage pas la souffrance, mais plutôt la joie de la liberté psychologique. Ce principe est essentiel à la compréhension de Saturne, ce en quoi je suis tout à fait d'accord. Dans la partie psychologie, nous avons donc vu que Saturne est fortement lié à une dynamique relationnelle père-fils versus père-fille, ce qui résonne particulièrement en astrologie à travers la dialectique 4-10. Alors cette dialectique est importante parce qu'elle illustre notre parcours du foyer, de nos racines, vers le sommet, où nous prenons nos propres responsabilités. On va construire sur les fondations de notre éducation et de l'héritage familial qu'on a reçu. Donc Saturne, en tant que figure paternelle, impose des limites. J'ai dit Saturne en tant que figure paternelle, mais on pourrait dire Saturne en tant que figure d'autorité qui impose des limites et des restrictions qui peuvent être perçues comme oppressives. En réalité, ces limites visent à encourager la maturité et la responsabilité et à nous aider finalement à couper les liens avec le foyer. Et cette dynamique pousse les fils, les filles, à se rebeller et à chercher leur propre identité tout en intégrant les leçons du père. Et c'est ce qu'exprime cette dialectique, la confrontation entre Saturne et ses enfants, qui va symboliser finalement les défis intergénérationnels et les conflits nécessaires à l'évolution personnelle et à la transmission de la sagesse. Donc 4, on est dans le foyer, on est l'enfant, on est l'adolescent et on part vers la réalisation du 10. Donc en surmontant ces épreuves, les enfants ne se libèrent pas seulement de l'autorité parentale, mais intègrent également des aspects essentiels à leur propre développement. Et c'est comme ça que Chronos, en tuant son père, devient le roi en maison 10. Mais on ne devient pas roi sans respecter certaines étapes, évidemment. Donc on va parler maintenant des cycles de Saturne. Et là, je vais vous parler d'un astrologue qui est Dan Rudhyar, qui a établi un lien très pertinent finalement entre le développement psychologique humain et les phases de Saturne. Donc par exemple, lorsque Saturne forme un carré à sa position au natal, vers les 7 ans, c'est ce qu'on appelle la phase de latence. Ensuite, lors de l'opposition vers l'âge de 14 ans et demi, cela marque le début de l'adolescence. Puis on a le premier retour de Saturne, dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui est aux alentours de 29-30 ans et qui est une phase majeure dans la vie d'une personne puisqu'elle représente le passage de la jeunesse à l'âge adulte.
individu. Selon la position de Saturne dans le thème, cela peut signifier par exemple la création d'un foyer, l'arrivée des enfants, un changement de carrière, que sais-je. En tous les cas, ça va symboliser des responsabilités accrues. Donc je vous invite d'ailleurs à lire mon article sur le premier retour de Saturne qui vous donne un petit peu plus d'explications sur cette phase spécifiquement. Après, on a le deuxième retour de Saturne qui sera autour de 59 ans et qui est aussi important que le premier. Il incite à faire un bilan, une réévaluation de vie, souvent déclenchée par des événements significatifs. Alors, je ne vais pas expliquer tous les événements significatifs, mais en tous les cas, c'est des événements qui sont souvent lourds et difficiles. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Saturne structure, il responsabilise, il apporte des enseignements qui sont riches de sagesse. Il va toujours être là pour enseigner de vraies valeurs qui sont ancrées dans la matière, dans le concret. C'est ce qui permet d'acquérir l'expérience. Avec Saturne, donc vous le voyez bien, ça sert à rien de vouloir aller vite. La reconnaissance est liée à l'expertise, à la patience, à la persévérance et à la maturation surtout des choses. Il y a un respect du tempo à avoir. Il faut respecter ce temps nécessaire à la construction de votre vie. Tout le monde redoute Saturne alors qu'il incarne simplement le principe de réalité, celui du temps qui passe, celui du mérite, celui de la récompense et au final, il apporte en retour la stabilité, la durabilité et surtout des fondations qui peuvent être vraiment solides. Alors, qu'est-ce que c'est d'être saturnien ou saturnienne ? Être un saturnien signifie qu'on est profondément ancré dans les choses concrètes, dans la réalité matérielle, avec un besoin intrinsèque de bâtir des structures solides et durables. Donc, les personnes qui vont être influencées ou fortement influencées par Saturne valorisent le travail acharné, la patience et la persévérance. Elles vont être très déterminées dans leurs objectifs. Elles vont avoir des ambitions à long terme, des projets qui nécessitent du temps pour se développer pleinement. Donc les Saturniens sont également connus pour leur besoin de moments de solitude et de réflexion. On va dire qu'ils peuvent se retirer dans leur grotte intérieure, en quelque sorte, où ils peuvent méditer et intégrer des principes essentiels qu'ils transforment ensuite en actions concrètes. Donc c'est un processus de réflexion qui va leur permettre de mieux comprendre les défis auxquels ils sont confrontés et de développer des stratégies efficaces pour les surmonter. Donc ils sont pragmatiques, ils recherchent la simplicité, ils vont éviter tout ce qui est superflu, ça ne les intéresse pas, ils vont se concentrer sur ce qui est vraiment important, parce que cette approche leur permet de rester concentrés sur leurs objectifs et de ne pas se laisser distraire. Donc ils ont une grande capacité à assumer de hautes responsabilités en faisant preuve de grande rigueur et de discipline, avec cette conscience que ces responsabilités s'étendent au bien commun, pas que dans leur sphère intimiste. Donc les Saturniens sont assez résilients finalement face à l'adversité, car ils sont capables de surmonter beaucoup d'obstacles et à apprendre de leurs expériences, ce qui leur donne une maturité qui va se préciser avec le temps. Ils intègrent vraiment finalement que la souffrance et les défis font partie intégrante de la croissance personnelle et ils utilisent ces expériences pour devenir des individus plus solides, plus équilibrés, plus ancrés. Sur le plan émotionnel, les Saturniens privilégient la réflexion à froid et l'analyse plutôt tactique. Ils n'ont pas de temps à perdre avec l'emportement excessif. Ils vont préférer une approche rationnelle et mesurée, ce qui leur permet de prendre des décisions réfléchies. Ce qui m'amène à vous parler du mental, parce que quand Saturne est lié à Mercure, il peut devenir assez épuisant pour le mental. Il y a un manque de distance, un excès de terre à terre, et cela peut conduire à du pessimisme ou une difficulté à prendre de la hauteur
lourdeur sur certaines choses. Et c'est pour ça que c'est important de contrer cette lourdeur. Et il est souvent nécessaire d'appeler d'autres énergies plus légères, plus flexibles. Et c'est là qu'intervient le principe alchimique de transformation des énergies. Donc on va combiner les forces de Saturne avec celles de planètes plus dynamiques, plus optimistes, et ce qui va nous permettre de rééquilibrer l'excès de rigueur et de pessimisme. Et c'est pour cela qu'il est important de respecter un processus de rééquilibrage fondamental pour utiliser les leçons de Saturne de manière constructive. Alors bien sûr, il est important de connaître la position de Saturne dans votre thème pour bien comprendre les domaines de vie dans lesquels il va jouer, ses interactions aux autres planètes personnelles, pour comprendre quelle énergie il va impacter. Et juste un petit mot sur les aspects de tension. Ils peuvent évoquer des périodes de stress et de croissance accélérée, comme on l'a vu. Donc, ils vont vous forcer à sortir un petit peu de votre zone de confort pour passer à un stade d'évolution. Donc, par exemple, lorsque Saturne est en carré à une planète personnelle, il peut y avoir une sorte de lutte importante liée à la thématique de la planète avec laquelle il est en lien, et ça va exiger une restructuration et une plus grande maturité pour aborder l'événement. Et alors on peut se demander pourquoi les alchimistes persistaient à transformer le plomb en or.